Alors, je me souviens à mes parents qu'ils disent « Moi, je veux être une fois formé. » Et je vis cette formation toute ma vie. Ça n'existe plus. Maintenant, il faut se former permanent pour s'adapter aux différentes tendances et pour être prêt pour suivre ces différentes tendances qu'ils arrivent dans notre milieu. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation constructive. Nous avons le plaisir d'accueillir Kai Albar, responsable des régions Suisse romande et du Tessin pour le CRB et membre de sa direction. Pour cette première partie de l'interview, nous allons échanger ce qu'est la transformation digitale et ce qu'il implique dans nos habitudes. Tout d'abord, un grand merci à Kai de participer à cette conversation avec nous, ici dans les locaux du CRB de Fribourg. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn et tes informations de contact sont dans la description du podcast. Bonne écoute. Salut Kai. Salut. Hello. Salut Sven. Salut. Tu t'intéresses beaucoup au changement et à la transformation numérique dans notre branche. Donc pour commencer, est-ce que le BIM et la transformation digitale, c'est la même chose? Pour moi, ce n'est pas la même chose. BIM fait une petite partie de la transformation digitale. La transformation digitale, c'est une tendance qui est mise par différentes tendances actuelles. Ça veut dire l'automatisation, l'industrialisation, la globalisation et aussi la digitalisation, qu'ils font partie de cette transformation digitale, qu'il fait que le secteur de la construction réagit actuellement et a beaucoup de développements où il y a beaucoup de développement dans ce secteur de la construction. Et BIM, bien sûr, avec BIM, ça commençait comme aussi avec la avec la destination 2D, 3D à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est une phase aussi de la transformation à cette transformation digitale qui est pas causée seulement, mais BIM, c'est une cause pourquoi on réagit ou pourquoi on se change actuellement. Ouais, ok. Nous vivons actuellement une évolution de nos habitudes professionnelles due à la digitalisation. Cette transformation soulève de nombreuses questions et nécessite un accompagnement approprié. C'est pourquoi nous devons nous former et nous tenir informés de ce qui se passe dans nos métiers. Pourquoi une entreprise devrait suivre cette transformation numérique? Pour travailler aussi efficace à l'avenir, il faut suivre cette transformation numérique. Tous les processus doivent être adaptés à différents changements de la digitalisation. Ça veut dire si on utilise un outil comme BIM, il faut adapter pas seulement les processus, mais aussi la culture de l'entreprise, la culture aussi de ce projet où on utilise BIM, peut-être aussi la stratégie d'une entreprise, créer une stratégie BIM, mais bien sûr aussi, tout doit être adapté. Et à cause de ce changement, qui est vraiment un changement grave de notre de notre travail journalier, il faut se former pour être prêt. Sinon, on n'est pas prêt. Et on utilise des outils numériques, mais on ne change pas les processus. Si on fait ça, ce n'est pas un processus efficace. Chaque fois, si on utilise quelque chose dans la digitalisation, il faut changer les processus. On ne peut pas faire juste utiliser le téléphone à la maison comme il y a 30 ans et maintenant utiliser dans la même manière l'iPhone. C'est une autre manière maintenant qu'on utilise ça. Ça, c'est juste un petit exemple, mais dans notre construction, c'est pareil, dans notre branche de la construction. Et puis, quelles sont les formations disponibles pour les professionnels de la construction pour tout ce qui est numérisation de leur travail? Bien sûr, tout ce qui est sur BIM, sur la thématique de BIM,
Ça commence à ce Building Smart Certification Programme qui donne une bonne base pour se former, pour parler la même langue, mais aussi pour préparer une entreprise pour utiliser BIM, pour gérer les projets avec BIM. Il y a certaines différentes formations aussi, comment utiliser les nouveaux, pas les nouveaux, mais les produits comme Revit ou Archicad ou d'autres. C'est aussi une formation, mais aussi nous proposons aussi des formations qui vont un peu plus loin. Alors, comment gérer les changements dans une entreprise ou dans un projet? Gestion de projet, on a une case sur ça. Alors là, on traite cet thème un peu plus profond. Mm-hmm. Alors, il y a plusieurs formations maintenant sur le marché pour s'adapter, pour être pas seul dans cette transformation digitale. Et comment ces formations peuvent-elles les aider à s'adapter au changement des méthodes liées au numérique? Pour travailler efficace à l'avenir. Ouais. Donc, si je comprends bien, dans ces formations, le but, c'est de vraiment aider à accompagner ces étudiants à s'adapter à ces méthodes. Et selon ton retour, vous avez des bons retours positifs des étudiants, ils arrivent mieux à s'adapter au numérique, au changement et tout ça. T'as déjà des retours sur ça? Oui, on a des retours. On a des retours sur la formation BIM qu'ils sont bien appréciés. Mais par exemple, sur la gestion de changement, là, je suis un peu déçue parce qu'on n'a pas eu assez de gens pour faire cette formation. Qu'il m'étonne parce que le changement est là. Mm-hmm. Et si on n'est pas prêt à ce changement, on va perdre beaucoup d'argent. Ouais. Et aussi beaucoup de motivation pour travailler ensemble. Mm-hmm. Et c'est pourquoi je suis étonnée que le secteur, il commence maintenant de réagir au BIM, mais pas encore au changement. Ça veut dire les processus. Si on veut être prêt, le processus doit être adapté, comme dit avant. Ça peut être bien sûr fait par des conseils, par les consultants qui viennent dans l'entreprise, qui accompagnent l'entreprise pour ce changement. Mais on peut aussi envoyer les professionnels sur une formation sur le changement pour être aussi prêt pour faire ce changement. Parce que chaque changement, il y a des bas, des hauts, des bas, des hauts. Et pour savoir dans quelle phase on est dans cette bas et haut, ça sera bien d'être préparé. Et puis aussi, rien que pour développer une stratégie de déploiement d'un changement. Je veux dire, on ne peut pas dire, c'est ce que beaucoup de bureaux ont peut-être fait, puis ils se sont un petit peu cassés les dents. Ils ont dit, à partir de demain, on va juste naturellement prendre des nouveaux outils, et puis ça va se passer très bien tout seul, parce que on a décidé qu'on allait le faire. Et puis on voit après X semaines que les gens ne veulent pas utiliser ces outils, que en fait ça n'a pas été communiqué auprès de tout le monde. Enfin, il y a tellement d'autres choses qui interviennent pour la réussite d'un changement, puis ça, c'est pas naturel dans les entreprises, donc ça doit se planifier. Et puis je pense qu'effectivement une formation sur le changement, c'est nécessaire à beaucoup de gens qui déjà produisent un changement au sein de leur entreprise, mais peut-être aussi pour certains qui sont peut-être un petit peu réticents au changement, comprendre pourquoi ils le sont. Et puis finalement, comment on pourrait faire autrement pour qu'ils acceptent plus facilement un changement? Tout à fait. Alors, c'est aussi des formations pour la gestion ou pour le cadre dirigeant qu'on offre. Qu'est-ce que c'est le manager, le leader ou d'autres personnes et comment il faut s'adapter dans différentes phases dans ce changement, mais aussi en face de différents gens. Les jeunes, ils ne veulent pas suivre une leader, par exemple. Ils veulent plutôt être accompagnés. Donc, du coup, comme tu disais, tu as différents types de... Tu as des jeunes, des moins jeunes, des moins jeunes. Presque retraités.
l'approche au changement, donc la gestion du changement, donc tu disais qu'il y a différentes manières de voir les changements. Dans ces écoles, dans ces formations, vous amenez une méthode spécifique, mais comment vous sentez, comment tu peux voir comment les jeunes, comment les personnes intègrent ce cours. Est-ce que tu vois voilà, je cherchais la question. Est-ce que tu vois une différence entre jeunes, moins jeunes et moins jeunes? Oui. Par rapport justement au changement? Oui, les jeunes, ils veulent découvrir quelque chose. Alors normalement, ou en général, c'est pas chaque fois le cas, mais en général, ils sont plus ouverts pour vivre ce changement parce qu'ils sont encore dans la phase de développement. Ils sont curieux. Mm-hmm. C'est normal. Mais ça veut pas dire les plus âgés, ils sont pas curieux. Ça peut aussi arriver qu'ils sont ouverts, ils sont curieux, ils veulent se développer. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui a changé depuis des années, dans les années passées. Alors, je me souviens à mes parents qu'ils disent « Moi, je veux être une fois formé. Et je vis cette formation toute ma vie. » Ça n'existe plus. Maintenant, il faut se former permanent pour s'adapter aux différentes tendances et pour être prêt pour suivre ces différentes tendances qu'ils arrivent dans notre milieu. Mais tu vois pas des différences entre une personne qui a, entre guillemets, un jeune qui va se former, ils sont d'accord pour s'adapter vite fait, apprendre le changement, une personne un peu moins jeune qui a l'expérience dans son métier, mais avec son expérience, il va être, entre guillemets, moins ouvert au changement, parce qu'il a l'expérience du travail, l'expérience du métier. Il va dire, ouais, mais selon mon expérience, comme ça marche, mais si ta nouvelle méthode, du coup, il va être moins ouvert. Comment amener justement, comment amener ces genres de personnes à être plus ouverts? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a comment vous faites pour être dans ces formations? La communication. Je crois que les clés, c'est la communication et de trouver aussi une place pour cette personne qui ne veut peut-être pas bouger parce que il veut pas il est résistante, mais lui donner aussi une place. Garder une place pour lui dans l'entreprise. Parce que, excuse-moi, encore une fois, mais est-ce qu'en fait, ces genres de personnes, ils ont un savoir-faire, ils ont un bagage, ils sont peut-être aptes, ils sont peut-être d'accord à changer, mais il faut leur prouver pourquoi ce changement serait bénéfique. Mais en fait, je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont beaucoup d'expérience, ils ont peut-être un regard plus critique, puis ils ont vécu plein de cas d'usage où ils ont trouvé des façons de s'en sortir, et ils ont peut-être des bonnes raisons par rapport à leur point de vue à eux de ne pas vouloir changer. Par contre, il y a des choses à désamorcer, dire, OK, pour toi, c'est quoi le point bloquant? Pourquoi tu penses que ce changement, il va pas être bénéfique pour ta situation? Puis en fait, comme tu dis, ouvrir une communication avec la personne, puis dire, maintenant, explique-moi qu'est-ce que tu as comme critique à faire à ce changement-là. Puis après, passer en revue, est-ce que la critique, c'est peut-être un risque qu'on n'avait pas évalué dans le changement, puis du coup, il faudrait l'intégrer. Est-ce que finalement, lui, il voyait ça comme un risque critique, alors que vous avez déjà imaginé des façons de mitiger ce risque-là? Donc, il y a pas mal de choses au niveau de la communication à faire pour que ça se passe mieux. Et puis ça, pour moi, c'est dans le plan ou la stratégie du changement que ça doit être fait, de dire, comment on communique, est-ce qu'il y a justement des gens qui vont s'opposer à ce changement-là? Et puis une fois qu'on y a identifié ces gens, il faut activement aller discuter avec eux pour essayer de désamorcer tout ce qui serait conflictuel. Il y a aussi une image que j'aime bien, que j'ai vue une fois dans une des cours que j'ai suivis, aussi sur la résilience d'une entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire. Mais l'image que j'ai dans la tête est, actuellement, on vit dans une phase où le changement est très, très souvent. Alors, ce n'est pas un changement dans notre secteur dans 5 ans. Non, on vécu où on découvre que notre vie change permanemment. Alors, on ne s'arrête plus à ce changement. Ça veut dire, à l'époque, ou peut-être jusqu'à maintenant, ou jusque dans les derniers 10 ans, on pourrait se
assuré ou on est sûr, avec son expérience, on peut se baser dessus. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que le changement est trop vite et dans un différent chemin qu'on connaît avant. Ça veut dire on ne peut pas chercher dans la tête quelle est la bonne méthode pour aller maintenant, pour continuer. Maintenant, il faut avoir un esprit ouvert, vraiment ouvert, pour découvrir qu'est-ce qu'ils viennent. Et ça, c'est un grand changement d'esprit qu'il faut peut-être aussi amener les gens qui se trouvent dans ce changement. D'accord. Et donc, tu dis que le conseil que tu peux donner aux personnes ou aux entreprises pour gérer le changement, il faut être à l'écoute et beaucoup communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils encore que tu penses? Oui, il faut peut-être aussi suivre des formations sur la résilience dans une entreprise ou une résilience des différents gens. Ouais. Il y a plein de formations mises en route déjà pour s'adapter à ce changement. Il faut trouver les bonnes pièces. Nous, on offre aussi déjà en Suisse alémanique pas mal de différents morceaux pour gérer ce changement, aussi du côté cadre dirigeant, mais aussi pour tous les employés. Pour nous, le cadre dirigeant doit aussi changer vraiment le mindset, l'état d'esprit. Comme j'ai juste dit, il ne faut pas regarder tous derrière et se baser sur l'expérience. Il faut vraiment ouvrir maintenant et regarder qu'est-ce qu'il vient et s'adapter à qu'est-ce qu'il vient. Et ça, c'est une méthode qui doit venir aussi dans les têtes. Ouais. Parce que la responsabilité pour une cadre dirigeant, c'est une autre que pour peut-être un employé. Un employé, il doit savoir pourquoi il faut le faire. Ouais. L'autre, il doit diriger l'entreprise. Ben, tu vois, par exemple, où je travaille, on a mis en place maintenant des ateliers innovation pour justement dire, le but, c'est pas en soi que de trouver une bonne idée tout de suite. C'est juste de mettre les gens dans un état où ils sont assez ouverts pour discuter de la veille technologique, puis dire, OK, ben maintenant, on a des briques qu'on a identifiées à gauche, à droite, et puis est-ce qu'avec toutes ces informations-là, on n'arriverait pas à appliquer ça sur un projet pour faire mieux ce qu'on a à faire? Puis en fait, c'est moins le résultat qui compte, plus que le fait d'ouvrir un petit peu l'esprit aux gens sur ce qui existe. Puis ça, c'est des démarches où tu es obligé au niveau des employés de dire, comme tu dis, on va pas partir sur toujours l'expérience passée, mais comment on arrive à être assez agile ou flexible pour essayer de faire avec du nouveau. Et puis, typiquement, des ateliers comme ça, je pense que c'est une façon, alors ça doit être complémentaire à d'autres choses, hein, mais c'est une façon un petit peu d'initier le mouvement. Tout à fait. Il y a aussi d'autres méthodes comme le design thinking, les workshops design thinking, qu'ils viennent, qu'on offre aussi, avec moins de succès actuellement, mais je crois que ça va venir aussi. Peut-être on est trop avancé déjà avec notre formation et ça vient peu après. Mais on est prêt pour les entreprises. S'ils demandent ça, on peut directement s'adapter aux entreprises et venir avec une workshop comme ça. Parce qu'on est les experts derrière. Et l'autre, je voulais dire, qu'est-ce qu'il a aussi changé? Le demande des clients. Avant, juste pour l'iPhone, ou les applications qui existent chaque jour, des nouvelles applications sur le marché, je crois que la demande des clients a changé aussi parce qu'il a ce choix. Et lui, il change la vie ou aussi la vie tout autour se change trop vite. Et à cause de ça, il veut ça aujourd'hui ou demain. Et maintenant, on doit être plus près du côté du client qu'avant. Et il faut vraiment plus vite changer peut-être aussi les produits. Parce que l'environnement change trop vite. Mais c'est clair, le cycle de vie, nous on voit, historiquement, il y avait des mises à jour sur certains logiciels tous les 2 ans. Après, c'est passé à 1 année.
Et puis maintenant, on a même certains logiciels, si on prend des outils comme Blender, Blender ou comme ça, où il y a une mise à jour mensuelle avec des nouveautés qui sont monstrueuses. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités tous les mois, donc rien que de faire la veille technologique par rapport à ça et de suivre l'évolution, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises parce qu'on a des nouveaux outils à disposition quasiment tous les mois. Donc les sociétés qui, elles, sont restées sur un pas ou un cycle de vie de leurs produits de 2, 5 ou 10 ans pour certains, en fait, quand un client est habitué à avoir, il pose une question à un développeur, le mois suivant, il a une réponse. Si tu n'arrives pas à fournir ce niveau de réactivité, en fait, tu vas être mis hors compétition. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, c'est aussi un gros risque de ne pas être assez réactif. Tu parlais justement des cadres dirigeants, les responsables, les managers et tout ça. C'est quoi leur rôle dans la transformation digitale? Il doit diriger l'entreprise dans cette transformation digitale. Ça veut dire qu'il doit vraiment être ouvert à ces changements qui viennent. Et il doit, par exemple, se rencontrer dans un groupe d'expérience pour échanger et profiter d'autres expériences qu'ils ont faites dans cette transformation digitale. Ouais. Nous avons mis en place une plateforme pour s'échanger avec Bâtir Digital Suisse, ici en Suisse romande, et on invite les cadres dirigeants pour vraiment changer sur les différents thèmes de la transformation digitale, mais aussi des thèmes sur la durabilité. Parce que ça, c'est vraiment les deux thèmes qui nous touchent tous. Mm-hmm. Et en Suisse alémanique, on a aussi un club, Enabler Club, ça s'appelle. On invite aussi les gens, les dirigeants de l'entreprise pour échanger là-bas sur d'autres thèmes. Et du coup, c'est vrai que on a eu un événement il n'y a pas longtemps ici à Fribourg. Et c'est génial d'avoir un peu tout ce public qui vient de plein d'horizons différents et puis qui vient dire moi, dans mon entreprise, ça se passe comme ça. Ouais. On a imaginé ce risque. Puis en fait, c'est vraiment une discussion très ouverte où il n'y a pas de relation contractuelle, il n'y a pas de pression concurrentielle pendant 1 heure, 2 heures dans cette salle. Tout le monde échange ouvertement. Et puis, c'est une occasion pour les gens de venir justement partager leur expérience, mais aussi avoir des gens qui ont les mêmes problématiques qu'eux et puis échanger avec eux dessus. Ouais. Donc ça, voilà, encore une fois, les gens devraient venir plus souvent, je pense. Oui, aussi là, je crois que tout le monde est bien pris par d'autres occasions et d'autres événements et on a plein des... on a plein des événements où on est invité et de choisir qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est difficile actuellement après Covid. Mais donc du coup, pour ces événements, pour ces personnes qui participent et tout ça, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour que cette transformation digitale se passe le mieux possible pour tous? Changer l'état d'esprit, comme j'ai déjà dit, et aussi être curieuse, de ne pas avoir peur des changements qui viennent. Peut-être savoir aussi qu'est-ce que c'est un changement pour prendre cette peur que chacun a normalement. Un humain aime bien ses habitudes, c'est clair. Oui. Et je crois de sortir de cette zone de confort, personne n'aime bien. Peut-être qu'ils ont les innovantes et les visionnaires, ils adorent ça. Mais la plupart des peuples, ils préfèrent d'être dans leur zone de confort. Et de les motiver de sortir de cette zone, je crois que ça, c'est une des demandes des cadres maintenant. De prendre le peur, ou d'enlever le peur que les gens ont et de les motiver de venir avec et découvrir ces nouveaux espaces. Sortir de sa zone de confort. Bon, les cadres, les managers, peut-être ils le font un peu plus, je ne sais pas encore, je ne suis pas très sûr, mais quelquefois. Mais du coup, quels sont, toi, les conseils que tu pourrais dire à nos auditeurs
les conseils, dire voilà, profitez de ce changement pour sortir de vos zones de confort. Comment donner des conseils? J'ai juste participé à cette table ronde de CFF qu'ils ont organisée et Markus Weber a dit il faut les motiver et pas les pousser. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait correct. Bien sûr, s'ils ne peuvent plus, ils vont pousser toutes seules. Mais actuellement, de les motiver, je trouve plus gentil et plus motivant pour tout le monde de le faire. Pas d'attendre jusqu'au moment qu'on ne pourrait plus. Parce qu'avec ça, on n'est pas... on ne se sent pas bien non plus. Mais je pense, pour revenir sur ce que tu disais avant par rapport aux dirigeants d'entreprise, il y a aussi des dirigeants où c'est peut-être pas leur rôle à eux d'être innovants, mais simplement d'être suffisamment ouverts pour dire « je comprends que c'est important et je délègue à quelqu'un la tâche d'implémenter ce changement-là ». De dire simplement « c'est pas parce que je suis chef d'entreprise que je dois avoir une gouvernance qui est unique et puis on va dire centralisée sur une seule personne ». Par contre, de dire, OK, je prends le risque en tant qu'entrepreneur de faire ce changement-là. C'est pas moi qui va le gérer, je le délègue à quelqu'un. Et puis en fait, mais par contre, je suis suffisamment ouvert pour prendre ce risque-là puis tenter quelque chose de nouveau. Ouais. Et puis ça, en fait, tu vois, tout doit pas être centralisé puis pas être une charge en plus pour des gens qui sont souvent déjà bien chargés dans leur activité. Oui et non. À un côté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a très souvent aussi dans l'équipe, un ou deux, qui aiment bien ce changement et qui avancent très vite. Et à cause de ça, il prend aussi les autres avec. Mais à l'autre côté, si les cadres ne supportent pas ce changement, on ne va jamais arriver. Et pour moi, c'est pas de déléguer seulement quelqu'un qui le fait, mais de soutenir le maximum. Si les dirigeants de l'entreprise ne veulent pas ça, on ne va jamais arriver. Ouais, alors pour moi, c'est vraiment, il doit prendre un rôle de sponsor et pas de chef de projet du changement, en fait. C'est vraiment, il doit soutenir, il faut que le chef de projet de ce changement-là ait le support de la hiérarchie. Mais par contre, ce n'est pas forcément le directeur qui doit absolument, lui, faire la chose. Tout à fait. Mais aussi d'adapter la stratégie, et ça, c'est le cadre, normalement, qu'il doit le faire. Mais il faut qu'il soit ouvert. Oui. Ouais. C'est... Et soutenable, on peut dire ça qu'il soutient. Il soutient, ouais. Puis dans toutes ces transformations digitales numériques, on met où l'humain dedans? Au centre. Au centre. Pourquoi on le fait? L'humain est au centre de cette transformation digitale parce que l'humain, il le fait pour travailler plus facile, pour faire pas la même chose tout le temps, enlever les répétitions, utiliser l'intelligence artificielle pour lui aider où il a besoin et pour baisser peut-être aussi le prix, être plus compétitif, merci. Je connais juste le mot allemand dans ma tête. Être plus compétitif, perdre pas trop de temps, finir tous au temps voulu. Et oui, on le fait tous pour l'humain, finalement. Ouais. C'est pourquoi il est au centre pour moi. Mais tu dis quoi de ces personnes où ils disent toutes ces technologies, ça m'embête, ça me sert à rien. Tu dis quoi? Parce que moi, je suis assez technophile, j'aime bien la technologie, j'aime bien tout ça. Donc, je n'aime pas. Pour moi, c'est une aide, c'est un soutien. Mais des personnes où ils disent « Ah, j'aime pas ça ». Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Autant peut-être c'est des collègues, peut-être c'est des... Non, j'ai un bon exemple pour ça. J'ai visité un chantier sans plan. Ici en Suisse romande. Et là, j'ai découvert que les gens qui font les travaux les plus simples, ils se sont adaptés tout de suite à cette digitalisation parce que maintenant, ils peuvent regarder dans une maquette vraiment les détails. Ils font moins d'erreurs parce qu'ils comprennent mieux.
Et avant, ils devraient lire un plan en coupe, en vue, et ils n'ont jamais appris ça vraiment. Alors, ils font dans cette méthode vraiment plein des erreurs. Mais maintenant, avec la digitalisation, on a vraiment aidé. Et ils ont envie de regarder dedans pour comprendre mieux. Et je crois, là, c'est un bon exemple comment on peut amener les gens dans cette transformation digitale. Ils profitent. Il faut aussi là communiquer, mais aussi peut-être donner la bonne formation. Oui. Et avec ça, je crois, chacun a une attelle maintenant. Alors, je crois que ça, c'est une bonne base pour commencer. Ouais, non, puis tout le monde n'est pas non plus né avec la capacité d'aller chercher un billet de train, de conduire peut-être, d'aller faire ses courses tout seul à une machine. Je veux dire, quand ça favorise ou quand ça nous aide pour nos tâches, ben on est de plus en plus apte à aussi être ouvert aux nouvelles façons de faire. Mais il faut qu'on voit un intérêt. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Comme tu disais, ben pour par exemple les chefs d'équipe, les maçons, bien les gens qui sont sur les chantiers, ben finalement, si pour eux, c'est plus facile de voir un modèle 3D dans une baraque à plan, on va dire numérique, que de lire un plan puis de se représenter en 3D une coupe, une vue en plan, etc., ben, on devrait leur mettre à disposition ces outils-là. Le projet, il sera de meilleure qualité, il y aura moins d'erreurs, peut-être qu'ils iront plus vite, ils seront aussi plus autonomes, donc ils seront plus intéressés à faire leur travail. Je veux dire, tout le monde y gagne à travailler de cette façon-là. Tout à fait. Puis là, ben, les entreprises sont ouvertes à faire ça, je pense, à l'heure actuelle. Et je crois que les entreprises, elles sont plus ouvertes que le planificateur. Ouais. Ouais, alors ça, je pense. Je pense aussi. Ça, on voit. Ouais. Mais ça vient aussi. Oui. On va revenir sur la place du BIM dans cette évolution. C'est quoi? Tu disais qu'au début, le BIM, c'est pas la transformation, mais le BIM, c'est un des outils de la transformation. Oui, tout à fait. Mais aussi, le BIM, c'est pour moi aussi un changement dans notre travail ou dans notre professionnalisme que changer de dessiner à la main à 2D ou 3D avec CAD ou d'autres outils. Et là, il y a ce changement aussi qu'on voit maintenant avec BIM. Ouais. Mais je pense même qu'au niveau du BIM, enfin le passage pour moi du dessin à la main au dessin 2D, alors il y avait un tout petit peu de structuration à faire avec les layers, fallait apprendre à utiliser un ordinateur, mais ça n'avait pas fondamentalement changé la manière de travailler en équipe, peut-être. Il y avait peut-être encore des cas un petit peu de mort, mais pour moi, les possibilités qu'amène, on va dire, la maquette numérique, le modèle 3D, etc., ben en fait, ça touche non seulement le modeleur ou le dessinateur, mais aussi la façon d'interagir au sein de l'équipe projet avec le technicien, avec l'ingénieur, la réutilisation des données, c'est des concepts qu'on avait moins avec simplement la DAO. Aussi, ben, la possibilité d'interagir plus facilement avec le maître d'ouvrage. Jusqu'à maintenant, le maître d'ouvrage, qu'on travaille à la main ou en 2D, il recevait un PDF. Puis lui, il faisait que de mettre un tampon ou des annotations s'il était d'accord sur un plan papier ou PDF. Là, maintenant, en fait, il peut vraiment venir faire un peu de la co-conception avec l'équipe projet. Puis pour moi, là, il y a quand même un changement un petit peu de façon de travailler plus important peut-être qu'à l'époque. Mais... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je me souviens toujours quand mon papa était aussi ingénieur civil. Et je suis toujours allée en bas et regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dessine. Et quand j'ai fait mes études, moi, j'ai directement appris à dessiner en AutoCAD. Et là, je suis venue, regarde, moi, j'ai fait cet exemple. Pour moi, c'était très facile de changer cet bâtiment dans différentes méthodes que lui, en dessinant cet bâtiment. Et je crois que ça, c'est vraiment une méthode qui a changé aussi l'interaction et
les demandes du client, de travailler plus vite, donner plus d'exemples. Faire plus de variantes. Oui, exemple variante, ouais. c'est ça. Ouais. Et je crois que cette méthode a quand même eu un plus grand impact dans le travail ensemble, travailler ensemble dans une équipe, qu'on voit peut-être maintenant. Mais bien sûr, maintenant, le processus d'approbation change complètement. Qu'il n'était pas trop changé à l'époque, moi, je dirais. Mais à l'époque, on pourrait envoyer une plan à un autre pays pour l'approuver ou pour le corriger. Ça revient et on peut mettre le tampon. Et avec un plan dessiné à la main, on ne peut pas. On perd trop de temps. Ça, jusqu'à l'époque, jusqu'au plan 2D, il y a aussi des changements assez graves. Et maintenant, bien sûr, ça change notre vie complètement, ou les processus complètement, encore une fois. C'est clair. Et qu'est-ce que c'est la certification de BIM pour certification Building Smart? Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous expliquer et pourquoi elle est importante? Alors, nous avons mis en place cette certification selon Building Smart en 2019. Ici, en Suisse romande, à l'Académie d'été, pour la première fois. J'étais très fière de ça. J'y étais. Oui. Tu étais un des premiers qui a fait cette cours. Tu ne pourrais pas faire cette certification parce que tu étais aussi dans le comité d'approbation des questions. Et je me souviens bien. Et on a mis cette en place parce qu'à l'époque, il y avait cette cahier technique 2051. Il y avait en Angleterre d'autres standards qui étaient mis avec d'autres mots pour la même chose. Et pour avoir une communication commune sur cette BIM, sur cette méthode, on a mis ça en place. Ça, c'est vraiment la première étape pour commencer avec BIM, pour travailler avec BIM. C'est avoir une communication commune. Ouais. Et pour moi, c'est le premier. Si une entreprise veut maintenant intégrer BIM, pour moi, ça, c'est la première étape d'envoyer ou faire cette certification selon Building Smart, premier niveau, pour parler sur la même chose. OK. Puis du coup, pour une entreprise, c'est bien de faire cette certification. C'est quoi le public cible? Est-ce que c'est les managers? Est-ce que c'est tous les employés? Tout le monde qui travaille avec BIM. Même le directeur? Oui. Honnêtement, s'ils veulent communiquer sur BIM, oui. D'accord. Okay. Avec ça, on assure qu'on utilise les mêmes mots, qu'on parle sur les mêmes choses et qu'on connaît une certaine base de standards qui existe. Donc, du coup, dans les grandes entreprises, je dis un exemple comme les CFF, tu penses qu'ils devraient tous passer cette certification-là? Une grande partie, oui. Une grande partie. OK. Aussi, d'autres entreprises en Suisse romande, ils ont déjà tout fait pour être prêts. Ouais. Et après, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place, d'autres formations qu'on peut suivre. Ouais. Mais ça, c'est pour moi vraiment la base. Ouais. Donc, c'est le niveau 1, c'est avoir le même langage pour tous. Et le niveau 2, est-ce qu'on aura un niveau 2? Il y a un niveau 2 qui est en train d'être développé de Building Smart pour aussi la Suisse. Je ne connais pas exactement où on est actuellement. Là, je ne connais pas des détails parce que je ne suis plus dans le comité pour mettre ça en place. Je sais, ça existe déjà en Autriche et presque en Allemagne ou déjà en Allemagne. Ouais. Maintenant, la Suisse veut venir aussi, mais ça, c'est une façon très académique, cet niveau 2. D'accord. Et sur une longue phase aussi. Ouais. Ça, c'est les détails que je connais. Ouais, okay. Donc, du coup, on a parlé de la certification BIM. Et selon toi, comment la méthode BIM peut être utilisée pour améliorer les installations
techniques, du style tel que la FM, par exemple. Voilà. Tel que le pour le facility management. Ouais. Alors là, je crois que tout le monde essaye d'utiliser ça pour le facility management. Actuellement, dans les projets, les données et informations sont utilisées pour cette phase des projets. Mais je sais aussi qu'Arma Suisse ou d'autres grandes entreprises, ils veulent plutôt utiliser ça pour le facility management, pour le parc immobilier, qui est pour moi aussi très logique. Et comment il faut mettre ça en place, chacun essaye actuellement d'utiliser ça. Il faut avoir une base de données où toutes les informations sont dedans pour pas perdre les informations dans chaque phase entre les différents acteurs. À cause de ça, il faut vraiment mettre une plateforme en place, une modèle de données ou comment ça peut appeler. Et après, de donner accès à tout le monde dans toutes les différentes phases du projet ou objet plus tard. Tu disais dans ces différentes phases, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes, de dire à partir de quel moment ce serait pertinent de mettre cette donnée-là, au lieu de charger le modèle au début, dire voilà, à quel moment, à cette phase-là, ce serait pertinent d'avoir cette donnée-là. Est-ce que tu as des conseils ou des exemples ou... Pour moi, le maître d'ouvrage, il doit savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent utiliser dans la phase de l'exploitation. Et si le maître d'ouvrage ne sait pas encore, comment on fait? Il faut réfléchir ou demander ou prendre un expert qui peut nous conseiller quelles sont les données vraiment nécessaires à cette phase-là, qu'est-ce qu'on veut faire avec pour les préparer déjà dès le début et pas donner toutes les données à la fin. Ouais. Parce que s'il reçoit toutes les données et informations à la fin de ce projet, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra faire. Il enlève tout et il recommence le début. Ouais. Avec ça, c'est une perte de temps énorme et perte d'énergie aussi. Ouais. Et prix, coût. Ouais. Ouais. Tu as d'autres conseils? Pour moi, c'est comme tu dis, c'est effectivement déjà quelles sont les données dont j'ai besoin, parce que finalement, il fait déjà sa maintenance. Donc, ces équipes, elles savent qu'est-ce qu'elles ont besoin pour faire leur travail. C'est peut-être pas structuré, donc il y a peut-être un travail pour dire l'équipe maintenance des pompes, elle a besoin de telle et telle donnée. L'équipe maintenance électrique, elle a besoin de telle et telle donnée. Simplement, il faut faire une synthèse des données nécessaires, après voir s'il n'y a pas des opportunités d'améliorer les conditions de ces gens qui travaillent. Parce qu'ils ont peut-être, ils auraient envie d'avoir certaines informations qu'ils n'ont pas. Puis ça, c'est peut-être du nice to have à rajouter. Et puis ensuite, à partir de là, c'est quand c'est que j'ai besoin de mes données, pourquoi j'en ai besoin. Il faudrait aussi savoir en fait à quoi elles servent. Parce que des fois, on a justement des exigences d'information que les mandataires vont saisir. Comme tu dis, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'argent quand même. Et puis à la fin, si c'est des données qui sont statiques dans un modèle que personne n'utilisera jamais, on n'a pas amélioré le processus de construction. Je veux dire, on parlera probablement après un petit peu du processus Lean, de minimiser les déchets. Pour moi, si dans nos façons de travailler, on demande des informations qui servent à rien, puis que ça génère du travail à des gens, on n'a rien gagné à la numérisation. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Mais après, il y a, comme tu disais, certains maîtres d'ouvrage, certains clients, ils n'ont pas forcément au début de la connaissance ou le savoir, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils vont exploiter. Mais c'est petit à petit dans le projet, à l'avancement du projet, de dire ok, j'aurai besoin de ça dans l'avenir, donc du coup je pourrai intégrer plus tard. Et du coup on a plutôt à la fin d'un projet où du coup je sais ce que je veux, mais c'est déjà à la fin du projet. Malheureusement ça reste souvent comme ça. C'est souvent on connaît pas encore toutes les données nécessaires pour l'exploitation, mais c'est après qu'on sait ce qu'on veut avoir. Maintenant, comment justement donner des conseils? Est-ce qu'on devrait plutôt les soutenir ou les donner des conseils ou faire des workshops ou je sais pas quoi, bref, pour trouver justement les données nécessaires pour la fin? C'est l'idée, c'est d'avoir un expert. Ouais. C'est comme Sven a dit, utiliser les experts pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. À la fin, faire des workshops peut-être avec les gens qui travaillent chaque jour avec.
qu'elle est utile, faire une classification, qu'est-ce qu'on a besoin. En tout cas, qu'est-ce qu'on aimerait bien savoir ou quelle information on aimerait bien avoir et qu'est-ce qu'on n'a pas du tout besoin. Et si on peut faire cette classification, on sait exactement à la fin du projet qu'est-ce que je dois donner au maître d'ouvrage pour qu'il puisse continuer à travailler et pas perdre toutes les informations et recommence de zéro. Puis tu parlais du Lean, sûrement de la transformation digitale numérique, il y a le Lean. Tu peux nous donner une définition du Lean dans la construction? Je crois qu'il y a plusieurs définitions et chaque entreprise peut définir pour lui-même quelle est son définition. J'ai vu sur Implenia, ils ont une définition, ils utilisent Lean déjà dans la phase de planification. Moi, je connais ça plutôt dans la phase de l'exécution, de la logistique pour que le matériau arrive au moment voulu et chacun peut travailler, continuer son travail, sans pause, sans arrêt, sans les claims et dire « Ah, parce que tu es là, moi, je ne peux pas travailler », mais communiquer ensemble et trouver pour chacun un travail qu'il peut continuer. Et pour moi, ça vient bien sûr de l'industrie de l'automobile en 1950 pour les processus de construire une voiture. Et là, on a vraiment tous optimisé. On ne peut pas avoir un arrêt. Si on a un arrêt, ça coûte vraiment. Et actuellement, si on regarde au chantier, il y a toujours 3 personnes tout autour, et un travail. Ouais, pas toujours, mais très souvent. Et là, on peut vraiment optimiser le travail encore. Et avec cette méthode Lean au chantier, je crois, on peut vraiment trouver une meilleure façon de travailler ensemble. Aussi entre les différents professionnels. Pas juste en général, mais aussi chacun peut vraiment communiquer ensemble qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait demain, et les autres, ils peuvent s'adapter. Et on trouve pour tout le monde une solution. Puis selon toi, quels sont les avantages de Lean? C'est de réduire un peu, optimiser le processus. Est-ce qu'il y a d'autres avantages d'intégrer le Lean dans la construction? La communication, améliorer la communication. Ça, je crois, c'est un grand avantage. Et en combinaison avec BIM, on peut déjà optimiser le modèle. On sait où il y a le conflit. Et si on utilise BIM et Lean, on fait l'optimisation après aussi. Alors, je trouve ça une très bonne combinaison. On a eu un cours sur BIM et Lean. Quels sont les avantages d'utiliser les deux choses ou les deux méthodes ensemble? Et je crois, avec ça, on peut vraiment devenir efficace. Selon toi, est-ce que tous les projets de construction peuvent bénéficier du Lean? Tout à fait. Je crois. Peu importe le... Oui, parce que c'est une optimisation de processus. Et si on vient de la gestion de projet, et moi je viens de la gestion de projet, si on regarde la gestion de projet, il y a tous les processus derrière pour construire un bâtiment, pour faire n'importe quoi. On peut utiliser la gestion de projet aussi pour mettre un cours en place. Tout ça sont différents. C'est une méthode pour arriver à un but ou à un projet. Et c'est pourquoi on peut aussi utiliser Lean à n'importe quel projet. Parce que c'est juste une optimisation pour travailler plus efficace. Et selon toi, comment va évoluer la construction dans les années à venir? Je crois on va changer différents... Alors, je ne sais pas si l'architecte fait toujours qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. J'imagine ça peut changer avec l'intelligence artificielle, avec
les méthodes qu'elle arrive. Je crois aussi qu'il y a d'autres nouveaux professions qui vont venir. Conduire les drones, par exemple, c'est déjà quelque chose qui est là. Mais aussi d'autres choses. Si on a plus de robotique sur le chantier, ou si on fait plus la préfabrication, alors là, les méthodes au chantier vont changer. Ouais. Peut-être aussi différentes professions vont être effacées. Et là, il y a un grand changement qui arrive. Mais je ne peux pas dire si ça sera dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Mais je crois petit à petit, ça va changer. Aussi, les phases SIA vont changer, ou les travaux qui vont être faits dans les phases SIA. C'est toujours les mêmes phases, mais le travail ou les tâches dedans vont changer. Vont changer, ok. Et puis, est-ce que tu vois des tendances actuelles en matière d'innovation pour justement le domaine de la construction puis du bâti? Économie circulaire, c'est un grand thème qui est venu. Réduire tous les déchets, c'est aussi un grand thème qui nous touche tous. Réduire le CO2. Aussi, imprimante 3D, c'est aussi quelque chose qui va changer. La construction, peut-être pas le même impact comme l'économie circulaire. Et quel d'autre? Il y a plein de différentes tendances actuelles qui vont changer, ou l'industrie va s'adapter à ces tendances qui existent. Une économie circulaire, tu peux nous définir, parce que moi je vois un peu le graphique, mais je ne comprends pas tous les trucs dedans. Alors, l'idéal est, tu sais, si tu as un nouveau bâtiment maintenant, tu sais exactement quels sont les matériaux utilisés. Tu peux mettre ça dans une banque de données ou une plateforme de données. Tu as un passeport de matériaux, comme par exemple des matastres. Et dans 20 ans, quand tu veux réutiliser ce bâtiment, tu sais exactement quels sont les matériaux que tu peux réutiliser. Tu peux aussi acheter dans une autre, peut-être, ça j'imagine actuellement, tu as un stockage où tu peux acheter les fenêtres pour les réutiliser, qui sont déjà utilisées, qui sont mis en stock, parce qu'ils sont encore bons. On ne les jette plus. Et ça, c'est un peu l'économie circulaire, donc quelques petits mots, à mon opinion. Mais c'est beaucoup lié aussi à tout ce qui est analyse du cycle de vie, on va dire des ouvrages, où on va dire justement, enfin comme tu dis, c'est aussi la provenance des matériaux. C'est aussi, est-ce qu'un matériau qui est détecté peut être polluant à terme ou qui contient, on va dire, certains gaz ou comme ça, le jour où tu veux le démolir, en fait, ça va peut-être te créer de la pollution à la démolition, puis pas en fait à la construction. Donc voilà, il y a, je pense, aussi pas mal de choses comme ça. De la réutilisation, comme tu dis, des matériaux. Dernièrement, sur Internet, enfin sur LinkedIn, on a vu passer, il y avait un architecte de la région, je crois, lausannoise, qui disait qu'il voulait refaire un mur justement en réutilisant des matériaux. Il avait récupéré des profilés métalliques, puis il cherchait en fait des dalles à découper pour faire une paroi berlinoise. Donc il y a un peu maintenant des idées qui émergent justement sur la réutilisation des matériaux de construction, plutôt que d'envoyer tout ça en décharge tout le temps et puis de refaire avec du neuf systématiquement. Ouais. Et je crois qu'il y a aussi une demande, ou ça va venir une demande bientôt, de ne pas faire de neuf, mais de réutiliser les bâtiments qui existent. Et pas de démolir tout ce qui est sur place, mais de réutiliser. D'avoir plus d'accent sur la réutilisation d'un bâtiment. Ou la modification du bâtiment. Tu gardes l'enveloppe. C'est ça, finalement. Oui. Ouais. Ok.
Et selon toi, quels sont les obstacles et les défis du domaine pour la numérisation à venir? De gérer toutes les données. Oui. Je crois, ça c'est vraiment un sacré défi. Et de jeter les données qu'on n'a plus besoin. Et de sortir de cette... Actuellement, on a juste en utilisant BIM, des Excel énormes et on a une autre Excel pour ça et on n'arrive plus de savoir quelles sont les informations dans l'Excel parce qu'on n'a plus une vue ensemble. Et je crois que ça, c'est déjà un défi aujourd'hui, mais un défi à l'avenir, c'est vraiment le big data. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes les données? À quel moment il faut les jeter ou effacer directement? Ouais. Et définir vraiment au début à quel moment j'ai besoin de quelles données. Là, on en revient en fait au cycle de vie de l'information, justement, de dire, ben voilà, quelle est l'information qui est pertinente? Est-ce que passer X années, par exemple, des informations sur la température, est-ce qu'on ne pourrait pas garder une moyenne annuelle, par exemple? Enfin, pour moi, c'est vraiment mettre en place une stratégie de gestion de la donnée, alors que ce soit au niveau, si c'est un maître d'ouvrage public, de son patrimoine numérique, puis même pour une entreprise, on va dire, un mandataire, une entreprise de construction, là aussi, de se dire, est-ce que la donnée que je produis, elle a vraiment de la valeur pour mon client? Est-ce que je ne pourrais pas lui donner qu'une synthèse de cette donnée? Et puis, justement, éviter parce que les disques durs ne coûtent pas grand-chose ou les SSD ne coûtent pas grand-chose à l'heure actuelle, finalement, on stocke des données qui ne nous servent à rien. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment une stratégie du cycle de vie de ces données qu'il faut mettre en place. Mais pas déjà une stratégie un peu qu'on peut reprendre ou pas du tout? Parce qu'il y a des stratégies de cycle de vie des données sur d'autres branches, je pense que ça existe. Maintenant... je pense que quand le volume de stockage de l'information coûtait entre 10 et 10 000 fois plus cher il y a quelques années, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on prenait dans les backups. Ouais, justement, ouais. Puis finalement, on gardait dans les backups ce qui avait vraiment de l'importance pour l'entreprise. Et puis quand on a par exemple un ingénieur qui fait X versions d'un calcul, puis qui garde 50 versions qui s'appellent temporaire 1, variante 2 du 12 mars, etc. Peut-être que ces informations-là qui font plusieurs gigas des fois chaque fois, c'est des choses dont on pourrait se passer quand on passe à la phase SIA suivante. Ouais. Parce que ça n'a pas besoin d'être copié pour la phase suivante. On pourrait garder que la version finale ou peut-être une version intermédiaire qui était sujette à discussion avec le maître d'ouvrage. Et puis, en fait, c'est tout ce qu'on devrait garder. Ouais. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut éliminer. Mm-hmm. Et puis là, on en revient, pour moi, au lean, c'est de dire, il faut se poser les questions, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Oui. Et qui permettrait de faire le même résultat, voire même un meilleur résultat à la fin. Mm-hmm. Il faut prendre le temps. Il faut se contraindre à prendre le temps. Il faut réfléchir. Pour moi, il faut réfléchir. Ouais. Au début. Ouais. Et être attentif. Ouais, il faut quand même, dans certains métiers où il y a pas mal de projets en même temps, donc du coup, tu prends pas forcément le temps de faire ce ménage, si j'ose dire ça. Enlever un peu les données qui ne servent à rien parce que tu n'as pas le temps. Enfin, pas le temps. Ou tu prends pas le temps ou tu n'as pas le temps. Ouais. C'est comme le bouclement des projets, ça fait plaisir à personne parce qu'il n'y a pas vraiment de plus-value pour l'entreprise. Mais c'est nécessaire de dire est-ce que ça a été bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré à la fin au prochain projet. Puis si ça, tu le fais jamais parce que tu as toujours la tête dans le guidon, finalement, tu auras toujours les mêmes problèmes et puis tu fais que répercuter les mêmes soucis. Oui. Et ça, c'est pour moi la gestion de projet. Et ça, c'est la bonne gestion de projet. Lessons learned à la fin du projet. Si on oublie ça, on ne va jamais s'améliorer. Merci d'avoir écouté la première partie de cette interview avec Kaya Albar. On la remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. La suite de l'interview arrive dans le prochain épisode. À bientôt.